Donc, il convient maintenant ensemble de cerner et mettre en évidence les principales caractéristiques du discours mythologique. Néanmoins, avant de mettre en évidence ces caractéristiques du discours mythologique, il nous faudra placer en quelque sorte placer donc ce type de discours qu'on appelle la mythologie au sein de la grande histoire humaine. En effet, il appartient aux humains d'avoir en quelque sorte exprimé de tels discours, avoir professé de telles paroles qu'on appelle des paroles proprement mythologiques. Quel était le rôle, la place, le lieu où de telles paroles, de tels récits ont pris place dans la grande histoire humaine? Voilà ce qu'il nous faut voir maintenant ensemble. Sans doute, d'un point de vue anthropologique, pouvons-nous supposer qu'il y a des discours mythologiques au sein des communautés humaines, au sein des cultures humaines, depuis aussi longtemps qu'il y a des humains. Donc, les humains que nous sommes, à savoir les Homo sapiens, en vue de connaître l'origine de la mythologie, il convient donc de savoir quelle est l'origine de notre espèce. Eh bien, les Homo sapiens que nous sommes, les êtres humains modernes qui nous définissent, sont apparus, dans l'histoire évolutive, sont apparus en Afrique de l'Est. Plus spécifiquement en Afrique de l'Est, au pourtour donc, de l'actuel territoire de l'Éthiopie. Et ces premiers humains, ces premiers Homo sapiens, qui étaient des Africains, qui étaient nos ancêtres en plus, ont donc commencé à peupler le continent africain il y a environ 250-200 000 ans avant notre date d'aujourd'hui, en quelque sorte. Et donc, l'espèce Homo sapiens est une très jeune espèce d'un point de vue évolutionnaire. Et ces premiers Homo sapiens, ces premiers êtres humains, ils vivaient certainement pas en société, ils ne vivaient pas d'agriculture. C'était des chasseurs-cueilleurs qui vivaient sans doute en petits groupes nomades, se déplaçant suivant le gibier, suivant l'abondance des ressources naturelles. Donc ces petits groupes d'humains étaient des groupes nomades qui vivaient souvent en famille, en clans, en tribus. En tribus, donc d'une dizaine, vingtaine, voire tout au plus une cinquantaine d'individus. Et ces humains qui vivaient en Afrique de l'Est il y a 200-250 000 ans étaient, il va sans dire, exposés à d'immenses dangers. La vie à cette époque était précaire, fragile, était extrêmement menaçante. À tout moment, le climat pouvait bien sûr entraîner la mort de différents individus. La famine était omniprésente. Les animaux pouvaient se faire plus rares. Les maladies, les prédateurs pouvaient certainement toujours, en quelque sorte, se satisfaire d'un être humain pour, euh, donc pour le dévorer, bref. Hein. Et donc, ces premiers humains, nos ancêtres, étaient certes des êtres intelligents, dotés des mêmes facultés cognitives que nous. Hein. Ils avaient le même cerveau, grosso modo, avec les mêmes aires cérébrales. Ils avaient certainement aussi la faculté de parler, mais cependant, ils n'avaient pas les institutions, la culture, la société qui est la nôtre aujourd'hui. Ils vivaient dans de petits groupes au sein d'un environnement extrêmement menaçant qu'on appelle la savane africaine. C'est-à-dire ce lieu au plan géographique qui est constitué de vastes plaines herbeuses, hein, où il y a des petits îlots d'arbres hein, qui jonchent ainsi par là le territoire d'une savane africaine. Donc voilà d'où viennent les humains. Et ces humains, donc, qui ont donné naissance à la pensée mythologique, qui était avant tout constituée, comme on le dit, en petits clans, en petites tribus, voire en famille. Ils constituaient donc ce qu'on appelle des sociétés primitives, des sociétés archaïques, traditionnelles. On peut même dire qu'il s'agit de sociétés préhistoriques. En effet, on peut dire que ces premières sociétés, ces premiers groupes d'humains, ces premiers clans qui vivaient en Afrique et qui plus tard ensuite se sont répandus en Europe et en Asie, eh bien, ces premières communautés formées de quelques dizaines d'individus formaient des sociétés primitives qu'on qualifie de préhistoriques. Pourquoi? Ben parce que c'était des sociétés de l'avant-histoire, en préhistorique. Et qui dit histoire dit un moment donné dans le temps où l'histoire humaine a commencé. Et qu'est-ce qui marque le début de l'histoire humaine? Ben, nous le savons, c'est l'écriture. Or, à cette époque, il y a 250-200 000 ans, il n'y avait pas d'écriture. C'était essentiellement la tradition orale qui avait cours au sein de ces peuples traditionnels, de ces cultures archaïques primitives. Et donc, on peut dire que ce sont des sociétés de la préhistoire. Ce sont des sociétés de l'oralité, de la tradition orale.
Ce sont des sociétés sans écriture. L'écriture arrivera bien plus tard, il va sans dire. En effet, nous savons que la première écriture, c'est l'écriture mésopotamienne qui est apparue donc dans la culture sumérienne il y a environ 3300 ans avant Jésus-Christ. Et donc l'invention de l'écriture est quelque chose de très récent dans l'histoire humaine. Or, ces premiers peuples, ces premières sociétés primitives, ces sociétés de tribales claniques, ben, c'était des sociétés préhistoriques où le mode de pensée était donc un mode de pensée, bien sûr, qui ne pouvait pas utiliser l'écrit et qui utilisait bien plutôt l'oralité. C'était la communication orale, le langage oral, que ces individus transmettaient d'une génération à l'autre leur tradition, leur culture, leur savoir-faire. Et c'est ainsi que l'on peut saisir que la pensée mythologique qui était vivante, qui avait cours au sein de ces sociétés primitives, des sociétés archaïques préhistoriques de l'avant-écriture, cette tradition orale était la tradition par laquelle le mode de pensée mythologique avait cours. Le mode de pensée de la mythologie, c'est donc le mode de pensée de l'oralité. C'est le mode de pensée qui est propre à une société en quelque sorte archaïque, traditionnelle. Mais il est apparu donc, comme on va le voir plus en détail au cours des prochaines séances, il est apparu un événement que certains historiens de la pensée humaine, certains historiens de la philosophie qualifient d'événement majeur, d'événement révolutionnaire. Autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, donc on vient de faire un bond dans le futur, hein, autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique, plus spécifiquement sur le territoire de l'Ionie, a eu lieu ce que deux grands hellénistes à savoir Burnet et Dumont, a eu lieu ce que ces deux grands hellénistes appellent le miracle grec. Il y aurait eu, si vous me permettez l'expression, un miracle qui se serait déroulé là, au 6e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique, sur le territoire de l'Ionie. Et ce miracle, c'est essentiellement celui qui est marqué par la naissance de la pensée rationnelle. C'est en ce lieu, en ce temps, que la pensée philosophique, la pensée rationnelle, la pensée scientifique, comme discours rationnel, est apparue dans l'histoire humaine. C'est cette période du 6e siècle avant Jésus-Christ qui marque en quelque sorte le passage, la rupture entre ce mode traditionnel de la pensée mythologique archaïque, de la préhistoire, et le nouveau mode de pensée qui est celui du discours rationnel, de la pensée de la rationalité humaine. Ce mode de pensée rationnel, ce discours rationnel, va donc naître en Occident autour du 6e siècle avant Jésus-Christ à travers les premiers philosophes. Les premiers philosophes qu'on appelle les présocratiques, les physiologues. Et ces premiers philosophes, on va le voir dans les prochaines séances, les premiers philosophes étaient bien sûr des penseurs qui ont voulu se détacher de leur arrière-plan traditionnel mythologique pour chercher à aborder le monde, à concevoir l'univers dans lequel ils vivaient, d'un point de vue non plus irrationnel et mythologique, mais du point de vue de la raison, du point de vue de l'usage d'une pensée rigoureuse, exacte, de la pensée rationnelle. C'est ainsi que, avec les premiers philosophes en Grèce antique, apparaissent un nouveau mode de pensée. Et ce mode de pensée va bien sûr donner naissance, ce mode de pensée qui est la pensée rationnelle va bien sûr donner naissance à ce que l'on sait être aujourd'hui la philosophie d'une part, et d'autre part la science, ou plutôt les sciences. Mais pour que cette distinction-là entre le discours scientifique et le discours philosophique commence à émerger, il va falloir attendre un autre grand philosophe, un autre grand penseur de la tradition de la Grèce classique, à savoir Socrate, qui, un siècle après les premiers présocratiques, les premiers philosophes, Socrate va, en quelque sorte, mettre en évidence les premiers jalons d'une distinction entre deux modes de pensée rationnelle, entre deux discours rationnels, entre deux usages différents de sa raison, de son logos. L'usage rationnel de son logos en tant qu'il est philosophique, versus l'usage rationnel de sa raison dans un but proprement scientifique. Et donc, c'est avec Socrate au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, cette fois, en Grèce classique, que va en quelque sorte se consolider cette émergence de la rationalité qui avait eu cours un siècle auparavant à travers les présocratiques. Socrate va montrer qu'on peut faire usage de sa raison d'un point de vue philosophique, en faisant de la philosophie, ou encore on peut user de sa raison en s'aidant de nos observations empiriques dans le monde, en vue de produire un discours scientifique. Et donc, nous, bien sûr, nous nous situons
non plus encore ici, lorsqu'on s'intéresse au discours mythologique. On ne s'intéresse pas, bien sûr, à cette distinction-là entre deux formes de rationalité, celle philosophique et celle scientifique. Nous ne sommes pas là non plus ici, c'est-à-dire que les présocratiques, qui, au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, ont vu naître l'écriture et aussi la pensée rationnelle au sein de la Grèce classique, au sein de la Grèce antique. Non, nous sommes en amont, en quelque sorte, encore plus loin en arrière dans le temps, dans cette période préhistorique, qui va donc grosso modo de 250 000 ans dans le passé jusqu'à ce miracle grec du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est dans cette période extrêmement vaste, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années, que nous nous situons ensemble. La plus grande part de l'histoire humaine, des traditions humaines, de la culture humaine, en est une qui s'enracine dans ce qu'on appelle la pensée mythologique. C'est très récemment que la pensée philosophique, la pensée rationnelle, la pensée scientifique est apparue au sein de nos peuples, au sein de nos cités, de nos civilisations. Pour la plus grande part de l'histoire humaine, celle-ci se déploie dans un mode de pensée irrationnel, fantasmagorique, qui est le mode de pensée de la mythologie. C'est ce mode de pensée qui est antérieur au miracle grec, qui ensemble va faire objet d'études et bien sûr va faire objet d'intérêt pour nous à partir d'aujourd'hui. Et donc, ces premiers humains qui se sont regroupés en clans, en tribus, comme on le dit, étaient des individus qui certes possédaient le langage, mais faisaient face à un monde pour lequel ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir, face à un monde pour lequel ils étaient impuissants, ces premiers humains. Ces premiers humains de l'Afrique de l'Est qui vivaient dans la savane, dans ces vastes plaines herbeuses au sein de l'Afrique de l'Est, ces premiers humains étaient certainement donc des humains qui étaient face à une menace constante. Ils étaient face à un monde menaçant, un monde dangereux, un monde insécurisant. Ces premiers humains, nos ancêtres, bref, ces premiers humains qui existaient avant qu'il y ait l'écriture, avant qu'il y ait des cités, des civilisations, ces premiers humains qui étaient réunis sous forme de clans, de tribus, de familles, en petits groupes d'individus au sein de cet environnement de la savane africaine, quel était, selon vous, le sentiment qui devait être omniprésent pour eux? Quel est le sentiment qui devait être le leur face à un tel environnement pour lequel ils n'avaient aucun pouvoir, aucun contrôle, pour lesquels seule l'insécurité devait régner? Mais il faut s'en dire que face à un tel monde, c'était l'angoisse qui, pour les humains, devait être le sentiment dominant. Les humains étaient jetés dans un univers, en quelque sorte, un univers qui ne contrôlait pas, qui ne possédait pas, un univers qui leur était comme étranger, et en plus qui leur était extrêmement menaçant. Pour ces premiers humains, ces premiers Homo sapiens de l'Afrique de l'Est, constamment, ceux-ci pouvaient se faire dévorer, pouvaient se faire attaquer par des proies, pouvaient se faire tuer par un congénère, pouvaient être affectés d'une maladie, pouvaient subir une famine, pouvaient souffrir des changements de la météo, pouvaient bien sûr à tout moment, des milliers de dangers, des milliers de menaces guettaient ces humains. Et face à un tel environnement qui laisse place à aucun contrôle, à aucun ordre, à aucune puissance de la part des êtres humains, il va sans dire que c'était le chaos qui, pour eux, semblait être caractéristique de l'univers dans lequel ils vivaient. Pour les premiers humains, le monde était un chaos désordonné, où tout à tout moment pouvait toujours arriver, où la pire des menaces pouvait toujours surgir de nulle part. De fait, face à un tel monde désordonné, chaotique, menaçant, seule l'insécurité, l'angoisse, la peur pouvaient régner. Ces humains, premiers humains, ces humains de tradition archaïque, vivaient donc dans un monde qui leur était redoutable, étranger, redoutable, qui était fait de peur, de crainte, d'inconnu. Il va sans dire donc que ces premiers humains devaient chercher une façon de résoudre, de s'extirper de ce sentiment, de ce sentiment d'insécurité et de cette angoisse face à ce monde étranger auquel ils faisaient face. Mais bien sûr, au commencement, les premiers humains, les premiers Homo sapiens de l'Afrique de l'Est, devaient donc chercher à s'extirper de leur angoisse, cesser de vivre avec cette insécurité. Ils avaient donc un désir, un besoin, qui est un besoin de sentir que le monde n'est pas si chaotique que ça, que le monde n'est pas si désordonné qu'il leur semble être, que le monde n'est pas véritablement ce chaos qui leur apparaît.
Ces ces humains, donc des sociétés primitives archaïques, de sociétés tribales primitives, avaient donc certainement un besoin à combler pour que leur vie soit en quelque sorte vivable, si vous me permettez, supportable d'un point de vue psychologique. Ils devaient chercher à satisfaire un désir, un besoin de régularité. Et ce besoin à satisfaire, bien sûr, c'était celui avant tout de quitter ce monde si désordonné, menaçant, angoissant qui les entourait. C'était donc en quelque sorte un désir de prendre une maîtrise, un contrôle de ce désordre, de ce chaos menaçant qui les entoure. Le premier, la mythologie, le discours mythologique est donc né d'un besoin, d'un désir de contrôle, de maîtrise, de rendre régulier un monde qui est en fait chaotique et désordonné. Voilà d'où vient la mythologie. Elle vient d'un désir proprement humain, de rendre régulier, de contrôler un monde, un univers qui nous échappe, qui, en quelque sorte, nous est étranger, nous est redoutable. Et donc, c'est en vue de satisfaire à ce désir de sécurité, en vue d'échapper, autrement dit, à ce hasard de la mauvaise fortune et de la vulnérabilité menaçante du monde dans lequel ces premiers humains vivaient, que le discours mythologique est apparu. Le mythe, donc, s'est offert, en quelque sorte, comme une solution en vue de venir satisfaire, venir combler ce désir de régularité, de maîtrise et de contrôle qui est proprement humain face à son environnement. En effet, ces premiers humains n'avaient pas tous les moyens technologiques que nous possédons aujourd'hui pour avoir un sentiment de contrôle, un sentiment de sécurité. Ils ne possédaient pas de voiture, ils ne possédaient pas d'avion, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de vaccins, ils n'avaient pas de vêtements, en quelque sorte. Bref, ils vivaient dans un monde technoscientifique des plus primitifs, des plus rudimentaires, il va sans dire. Et dans ce monde, l'humain non plus n'est pas doté d'un appareillage physiologique extrêmement redoutable pour, en quelque sorte, vaincre les menaces qui pouvaient le guetter. Un humain, c'est un être qui marche sur deux pattes, donc qui ne court pas très vite, qui n'a pas vraiment beaucoup d'ongles ou de dents pour se défendre. L'humain, dans sa constitution physiologique, est un être vulnérable. Or, cette vulnérabilité-là devient d'autant plus saillante, d'autant plus évidente lorsqu'il est entouré d'un environnement, comme la savane africaine, qui était un environnement extrêmement menaçant, extrêmement dangereux, où, à tout moment, la pire des catastrophes peut toujours arriver. Et c'est donc ainsi que, bref, bien que, à défaut de posséder les attributs physiques qu'il lui fallait pour, en quelque sorte, devenir maître et possesseur de ce monde dans lequel il vivait, c'est donc à défaut de posséder ces attributs physiologiques que l'humain en est venu à utiliser sa faculté de parler, son mythos, pour produire ce qu'on appelle un discours mythologique. Discours mythologique, récit fantasmagorique par laquelle, enfin, l'humain allait en arriver à pouvoir satisfaire, combler ce désir de régularité qui était le sien. C'est donc, à défaut de posséder les technologies ou les attributs physiques pour devenir maître et possesseur de son environnement, l'humain va plutôt commencer à utiliser le discours mythologique, le récit mythologique, pour, en quelque sorte, combler son désir de régularité. En effet, c'est grâce aux mythes, aux récits mythologiques, aux histoires mythiques, que l'humain en vient par le récit, par la parole, à se donner l'impression de contrôler les événements, de contrôler le monde dans lequel il se trouve. Par la parole, par le discours des dieux, des déesses, le discours mythologique, par ce discours qui fait intervenir les dieux, des déesses, des personnages surhumains et surnaturels, les êtres humains rendent régulier en quelque sorte. Rendent régulier le monde, l'espace dans lequel ils vivent. Se l'approprient en quelque sorte ce monde. Par des rites, par des chants, par des discours mythologiques, par des histoires, ce monde étranger, menaçant, insécurisant, prend la forme, prend un visage humain, prend une forme humaine, est approprié en quelque sorte par l'humain. Et ce monde qui en vient à être approprié par le discours mythologique, bien sûr, devient humain, devient moins étranger, moins inconnu, devient en quelque sorte un monde qui fait du sens pour l'être humain, un monde qui, en quelque sorte, permet de trouver de produire de la signification chez ces premiers êtres humains qui vivaient la savane africaine. Le mythe, donc, est venu en quelque sorte
en quelque sorte, si je peux dire, amoindrir leur peur, leur angoisse, leur sentiment d'insécurité. Le mythe a servi initialement donc à dominer les peurs humaines, les peurs que les humains devaient certainement ressentir face au monde étranger et inconnu qui leur faisait face. Ce mythe, donc, vient certes calmer l'angoisse existentielle de l'être humain, vient en quelque sorte créer un sentiment de sécurité, donc vient en quelque sorte désamorcer cette insécurité proprement humaine. Et de là, on voit très bien que ces premiers récits mythologiques avaient un effet protecteur, rassurant, stabilisateur. Le monde ne semblait plus si chaotique, si étranger, si désordonné, une fois qu'il était raconté à travers la parole poétique du mythe. Le mythe venait mettre de l'ordre dans ce désordre du monde, venait en quelque sorte stabiliser un monde qui autrement aurait semblé complètement désordonné, chaotique et en quelque sorte voué au hasard et à la mauvaise fortune. Non, par le mythe, le monde prend une forme, prend un sens, se stabilise et devient un monde ordonné. Un monde ordonné par l'action des dieux, par des événements divins, par des événements fantasmagoriques. Et c'est donc ainsi que le mythe a été le premier expédient par lequel l'humain a pu commencer à avoir un sentiment de pouvoir, de puissance sur la réalité qui l'entoure. Parce qu'on l'a vu, l'humain, physiologiquement, est un être extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Il n'a pas de griffes pour se défendre, il n'a pas de dents acérées pour attaquer, il n'a pas de pilosité pour se protéger du froid, il n'a que 2 jambes, ce qui ne lui permettent pas de courir très vite. Et donc, physiologiquement, l'humain est extrêmement dépourvu dans un environnement hostile comme celui de la savane africaine. Et bien sûr, au début, ces premiers humains n'avaient pas toutes les technologies que nous possédons aujourd'hui pour prendre possession, contrôle et maîtrise de leur environnement. Le seul expédient, le seul outil qui était le leur, c'était l'outil langagier de la mythologie. Le mythe a en quelque sorte donné aux humains un pouvoir qu'on peut qualifier de magico-religieux sur cette réalité qui les entourait. Le mythe a permis aux humains, en racontant le monde, en racontant les origines de l'univers, en racontant l'origine des différentes réalités du monde physique dans lequel ils vivaient, ce mythe, ce discours mythologique en est arrivé en quelque sorte chez les humains à produire un sentiment de pouvoir. Les humains avaient l'impression qu'en racontant l'origine des choses, ils pouvaient les reproduire aussi souvent qu'ils le voulaient. En racontant l'origine des animaux, ils pouvaient faire en sorte que les animaux reviennent. En racontant l'origine de la pluie, ils pouvaient s'assurer qu'il y ait de la pluie, en vue que les herbes, les fruits reviennent à la vie. Et donc, ainsi par le mythe, les humains ont acquis un premier type de pouvoir, une première maîtrise sur ce monde qui, autrement, aurait semblé hors de tout contrôle, hors de toute emprise de la part des êtres humains. Et donc, ce mythe, en racontant les origines, en donnant la prétention de connaître l'origine des réalités, donnait à ces humains un sentiment de maîtrise, un sentiment de pouvoir manipuler selon leur bonne volonté, selon leur vouloir, ces réalités du monde extérieur. En racontant l'origine des animaux, les premiers humains pensaient pouvoir faire en sorte que des troupeaux viennent les nourrir. En racontant l'origine des plantes, des fruits, ils se donnaient l'impression de pouvoir s'assurer une des cueillettes florissantes dans les jours à venir. Et donc, ce mythe devient ici comme un outil, un expédient, par le moyen du verbe, du langage, vis-à-vis duquel l'humain en vient à pouvoir se donner l'impression d'un contrôle, d'une domination, d'une ascendance sur un monde qui autrement lui aurait semblé complètement étranger, complètement extérieur, complètement inconnu. Ce monde devient en quelque sorte moins angoissant. Ce monde devient moins étranger, devient familier en quelque sorte, une fois qu'il est raconté dans un mythe. Le mythe, donc, a été le moyen par lequel les humains ont trouvé leur première façon de répondre à leur angoisse humaine existentielle. Cette angoisse humaine a trouvé en quelque sorte une solution, une réponse à travers le discours mythologique. Ce discours mythologique a permis d'apaiser le sentiment d'insécurité, de peur qui régnait chez les premiers humains afin de plutôt créer chez eux un sentiment de protection, un sentiment de stabilité qui venait bien sûr combler le désir proprement humain de régularité, de contrôle et bien sûr d'ordre. Et c'est ainsi que on voit que la première caractéristique du mythe en est une proprement psychologique.
Elle vient satisfaire un besoin proprement humain. Elle vient répondre à ce désir de régularité, de contrôle, de stabilité qu'on retrouve au sein de chaque humain.